Bonjour, alors aujourd'hui, troisième vidéo sur le langage chez Merleau-Ponty. Le langage chez Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. Donc maintenant, on va parler de celui qui reçoit la communication de l'auditeur, du récepteur. À plus fort, faut-il admettre que celui qui écoute reçoit la pensée de la parole elle-même. À première vue, on croirait que la parole entendue ne peut rien lui apporter. Donc, il passe maintenant à l'auditeur, et une thèse possible serait que l'expérience de la communication serait en fait une illusion, qu'il n'y aurait pas vraiment de transport du sens de quelqu'un à quelqu'un d'autre, mais il y aurait un message codé. Et face à cette thèse, Merleau-Ponty va proposer la thèse selon laquelle l'auditeur reçoit la pensée via la parole, via l'énoncé lui-même. Donc à plus forte raison, faut-il admettre que celui qui écoute reçoit la pensée de la parole elle-même, ça c'est sa thèse. Celui qui écoute reçoit la pensée directement, contrairement à ce que l'on pourrait croire dans une théorie classique de la communication. À première vue, on croirait que la parole entendue ne peut rien lui apporter, ceci donc s'oppose à la thèse comme quoi la parole, la thèse de Merleau-Ponty s'oppose à la thèse selon laquelle la parole entendue n'apporte rien en elle-même, qui est un simple processus de décodage. C'est-à-dire, c'est l'auditeur qui donne le sens aux mots, aux phrases, aux énoncés, et à la combinaison donc des mots. L'auditeur en fait décode un message avec un dictionnaire intérieur. Puisqu'elle ne serait pas comprise si elle ne rencontrait pas chez celui qui écoute le pouvoir de la réaliser spontanément. Donc il faut bien, semble-t-il, que l'auditeur ait en lui une puissance de réaliser le sens du message. Donc, en résumé, ici comme partout, il paraît d'abord vrai que la conscience ne peut trouver dans son expérience que ce qu'elle y a mis elle-même. Donc en fait, la conscience découvrirait dans l'expérience des mots que le sens qu'elle connaît déjà. Ainsi, l'expérience de la communication serait une illusion, il n'y aurait pas une véritable communication, il n'y aurait pas véritablement un transport de sens, mais il y aurait un schéma, sens, codage en langage, décodage et à nouveau sens. Une conscience construite pour X, cette machine de langage qui donnera à une autre conscience l'occasion d'effectuer les mêmes pensées, mais rien ne passe réellement de l'une à l'autre. Donc effectivement, il y a la conscience du locuteur qui construit pour une personne X autre une machine de langage, un discours, un codage qui va donner à un autre qui reçoit le code la capacité de décoder et de finalement obtenir les pensées qui étaient contenues dans l'esprit du premier. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas réellement passage de quelque chose, d'un sens de l'un à l'autre. Toutefois, on va revenir au problème, on va voir que c'est plus compliqué. Cependant, le problème étant de savoir comment, selon l'apparence, la conscience apprend quelque chose, la solution ne peut pas consister à dire qu'elle sait tout d'avance. Le fait est que nous avons le pouvoir de comprendre au-delà de ce que nous pensions spontanément. Voilà. Donc là, le problème qui se pose, c'est de savoir comment il se trouve que la conscience apprend parfois quelque chose dans un discours, et du coup, on ne peut pas dire que on sait tout d'avance. On dit que la conscience de l'auditeur saurait finalement tout d'avance. Ça pose le problème de la découverte dans le discours. Si on regarde les faits et non pas une reconstruction des faits, le fait, c'est que nous avons le pouvoir de comprendre au-delà de ce que nous pensions spontanément. Donc, on peut comprendre de nouvelles choses. Donc certes, on ne peut nous parler un langage, on ne peut nous parler que un langage que nous comprenons déjà, chaque fois qu'il y a des mots ou des textes qui éveillent en nous des pensées qui nous appartenaient déjà. Mais ce sont là des significations bien connues, et il y a malgré tout parfois des cas où les significations se nouent, elles, ensemble, en une pensée nouvelle. Il y a une possibilité de véritable création,
qui remanie toutes les autres pensées, et nous sommes alors non pas des machines à décoder et à trouver en nous un sens, mais nous plongeons directement dans le sens qui est immanent, par exemple, au livre, quand il s'agit du texte, et à toute source d'où émane le discours. Donc on n'est pas du tout dans le cas classique d'une résolution de problème, hein, où il y aurait finalement des nouveaux termes qui seraient découverts par une déduction dans leur sens par rapport à des sens déjà connus. Car le problème ne peut être résolu que s'il est déterminé, c'est-à-dire si le recoupement des données assigne à l'inconnu une ou plusieurs valeurs définies. Dans la compréhension d'autrui, le problème est toujours indéterminé, parce que seule la solution du problème fera apparaître rétrospectivement les données comme convergentes. Seul le motif central d'une philosophie, une fois compris, donne au texte du philosophe la valeur des signes adéquates. Donc on ne peut pas dire que on va résoudre des mots inconnus à partir de mots connus, comme on le ferait dans un problème mathématique avec une inconnue. Quand on comprend autrui, le problème est toujours indéterminé. C'est-à-dire que si on comprend autrui, on comprend d'un coup, finalement, tout son langage, et on ne peut pas dire qu'il y a des mots que l'on comprenne, et puis un ou deux mots, par exemple, que l'on ne comprend pas. C'est une vision illusoire des choses. C'est une reconstruction rétrospective. Au contraire, il faut avoir compris l'essence du texte, l'essence du discours, qui, une fois comprise, cette essence va donner à tous les signes du discours leur véritable valeur. Voilà.